La maison de Lexington est maintenant trop petite pour Warhol. Il a besoin d'assistants pour travailler et doit trouver un lieu pour ses productions en série. La rencontre avec Gérard Malanga va l'aider. Un étudiant, apprenti poète à la crinière brune flamboyante. En janvier 1964, ils investissent une ancienne fabrique désaffectée pour la recouvrir d'aluminium et de peinture argentée. La mythique Factory est née. C'était une usine à chapeau. Quand on a vu cet espace vide, sombre, lugubre, ce n'était pas très enthousiasmant. Mais Andy a vu des possibilités. Alors il a signé le bail et on a emménagé. Je suis arrivée à la Factory. Vous savez, c'était un ascenseur, comme dans les vrais lofts d'autrefois. Quand vous ouvriez la porte de l'ascenseur, les grilles, vous étiez dans le loft. Il n'y avait pas d'entrée, pas de porte, pas de rien. C'est un atelier. Warhol avait la Factory, c'était une autre forme d'avoir un atelier parce qu'il aimait être entouré par des folles, par des gens qui se droguaient, par des gens qui se travestissaient. Warhol aimait vraiment les gens étranges. Je pense qu'il aimait les gens en général. Il étudiait les personnalités. Il aimait être entouré. Avec cette idée de mélanger des gens incroyables venant de classes sociales différentes pour créer des frictions et voir ce qui se passait. Lieu de passage, lieu de paresse, de rencontre, haut lieu d'expérimentation spontanée, la Factory voit très vite se développer un mode de vie hybride et moderne. S'y entremêlent travail, paradis artificiel et fête jusqu'au bout de la nuit. Andy Warhol y fabrique ses propres stars. Hommes, femmes ou travestis. Les superstars sont des modèles, des muses, façonnés à l'image de l'usine à rêve hollywoodienne de son enfance. Dans tout le New York branché, le lieu agit immédiatement comme un aimant. Andy Warhol reste toujours debout, un peu à l'écart. Il est en même temps au centre de tout et à distance. Voyeur. Bien des gens pensaient que tout le monde tournait autour de moi à la Factory. Mais c'était tout le contraire. C'était moi qui tournais autour d'eux. Nous ne savions pas vraiment ce qui se passait à la Factory. Et il ne ramenait personne de la Factory à la maison. Il aimait que ce soit comme ça. À la maison, c'était son domaine privé. Il était tranquille avec sa mère qui prenait soin de lui. C'était très important pour grandir en tant qu'artiste. En 1965, contre toute attente, Andy Warhol annonce qu'il arrête de peindre pour se consacrer entièrement au cinéma. Je me souviens au milieu des années 60, quand il a dit qu'il arrêtait la peinture. Ça n'avait aucun sens. Il avait tant de succès. Surtout pour faire des films que personne ne comprenait. Des films très arty, très étranges. New York, et pas seulement New York d'ailleurs, la côte ouest aussi, comme San Francisco, développait d'autres mouvements cinématographiques. En fait, c'était des mouvements qui s'éloignaient du cinéma narratif d'Hollywood pour aller vers des formes de cinéma plus poétiques et plus abstraites. Jonas Mekas, pionnier du cinéma expérimental, tient alors l'unique salle new-yorkaise où l'on peut voir des films underground. La première série de films qu'il m'a apportée, c'était une série baptisée Kisses. Il avait décidé de les projeter non pas à la vitesse normale, mais plus lentement. C'était vraiment un coup de génie.
Il aurait pu le projeter en 24 images par seconde, mais ça aurait été ennuyeux et non pas réaliste. Mais en le ralentissant, ça devient comme de la super-réalité, un peu comme dans un rêve. Ce qui était dans l'air à ce moment-là, dans tous les arts, c'était l'art en temps réel. Et ça, il l'a transposé au cinéma. Sa plus grande contribution a été de revenir aux origines du cinéma et de le réinventer. Il était les frères Lumière des années 60. À la manière du cinéma primitif, sans montage, Warhol observe la vie quotidienne. Ses films sont comme des tableaux, à peine en mouvement, dans la continuité de sa peinture. À cette époque, Agnès Varda, la réalisatrice de Cléo de 5 à 7, travaille elle aussi sur la temporalité au cinéma. De passage à New York, elle se rend à la Factory, car elle a en tête de tourner avec une des superstars de Warhol, Viva. Nous, la petite nouvelle vague, quand on arrivait en Amérique, on était connus comme tels. Donc, Andy était content de me voir. Très gentiment, il m'a accueilli, on a parlé de choses et d'autres. Et je lui ai dit, entre autres, que je voulais rencontrer Viva pour la faire tourner. Alors, il lui a dit, Viva, you must work with her. She's great, she's great. Alors, Viva, elle s'en foutait, quoi. Et il a dit, she made a wonderful film, Cleo from 5 to 7. If I had made it, I would have shot between 5 and 7. Ça, c'était le mot de la fin, quoi. Il l'aurait fait en 2 heures, moi, je l'ai fait en 2 mois. Mais moi, ça m'a énormément plu de venir de France, où on était quand même classique, sage, surtout dans les années 60. Tous essayaient d'écarter les perceptions classiques, d'écarter les représentations classiques. Et Warhol, sur ça, c'est un pionnier formidable. Son film le plus radical, Empire, un plan fixe de l'Empire State Building, filmé en juillet 1964. Projeté au ralenti. Le film dure 8 heures, sans aucune coupe. Les gens détestaient ces premiers films. Quand on a projeté Empire en salle, les gens balançaient des choses sur l'écran et Andy était au fond de la salle et il me demandait « Tu crois vraiment qu'il déteste ?» Je lui ai répondu « Oui, oui, je crois. » Il a révolutionné le cinéma simplement en s'attaquant au temps, dans sa continuité. C'est-à-dire que c'est très important que quelqu'un ait fait ça. Ça ne veut pas dire qu'on va se précipiter voir ça tous les jours au cinéma. Mais c'est un vrai tournant pour moi dans le cinéma. Après, on n'a jamais pu voir le temps tout à fait pareil. Moi, je pense qu'il y a le cinéma d'avant Andy Warhol et le cinéma d'après. En 5 ans, Andy Warhol tourne près de 60 films, réalisant ses expérimentations à la même cadence industrielle qu'il fabriquait ses toiles. Se rêvant producteur de son propre studio avant-gardiste, il veut maintenant voir son nom associé à un groupe de rock. En 1965, il assiste avec Gérard Malanga à un concert au Café Bizarre. Devant eux, le Velvet Underground. On est allé les voir, c'était une performance, l'après-midi vers 15h, dans ce café à Greenwich Village. Il n'y avait pas de scène, juste des tables, des jeunes, pas de sono, rien. J'avais un fouet à ma ceinture comme un accessoire de mode. Et à un moment, j'ai détaché le fouet de ma ceinture et j'ai commencé à danser avec pendant la performance. Et en 5 minutes, tout le monde s'est levé et s'est mis à danser, alors que personne ne dansait au début. Warhol est immédiatement séduit par leur style brut et poétique, sorte de complainte érotique et désaxée, aux paroles crues. Warhol propose aux Velvet de faire de la Factory leur lieu de répétition. Personne ne prenait ça au sérieux. Personne n'a senti que ça deviendrait important. À ce moment-là, tout le monde pensait que Nico était juste une mauvaise chanteuse.
Ça faisait juste partie de notre vie. Lou Reed et Andy étaient connectés. Il se passait quelque chose de spécial entre eux. Ils repoussaient les limites. C'était une période excitante d'être à New York et de faire ce qu'ils faisaient. Ça faisait partie du concept de mon oncle de mélanger musique, danse et film pour en faire une grande performance artistique. Le Velvet devient partie prenante de la Factory, lui donne une nouvelle identité, plus rock et underground, du punk avant l'heure. La période est hystérique, de plus en plus de monde passe à la Factory. En 1968, l'esprit de provocation et l'impertinence gagnent du terrain. C'est une période violente et inquiétante de l'histoire de l'Amérique. CBS News in New York with a special report on Martin Luther King, the aftermath. L'assassinat de Martin Luther King déclenche des émeutes dans la plupart des grandes villes. The Negro community is clearly angry, often uncontrollably angry.